Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Régis, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors cette fois pas en tant que journaliste partenaire, mais en tant qu'auteur, puisque vous publiez Qui est le diable, l'autre ou l'Occident. La date de sortie est aujourd'hui, je Absolument, crois. Voilà. C'est aujourd'hui. On est pile dans l'actualité, chers auditeurs, vous allez pouvoir vous ruer dans toutes les bonnes librairies. Chez votre libraire. On ne doute pas que c'est un bon lieu, que vous fréquentez les bonnes librairies. Régis, donc, vous vous interrogez sur la figure du diable, notamment dans les questions géopolitiques, et comment donc cette figure influence les prises de décision politiques et l'opinion publique. Et donc, j'avais préparé des questions d'introduction, mais vous me signaliez il y a un instant que l'actualité en fait résonnait parfaitement avec votre ouvrage. Donc, je vous laisse expliquer ça aux auditeurs. Ah oui, pour la sortie d'un livre, on ne pouvait pas mieux trouver que ce qui s'est passé hier soir, enfin ce qui est en train encore de se passer, puisque l'actualité au Moyen-Orient est très surprenante. Mais je vais revenir sur un personnage qui est traité dans mon livre de façon assez exhaustive, qui est Donald Trump, que je traite du point de vue américain, et toujours sur cette logique du diable, de comment on devient le diable et pourquoi, et auprès de qui d'ailleurs. Mais je me faisais de cette réflexion en venant sur Radio Courtoisie tout à l'heure. Là, on accrédite Donald Trump. Alors on explique que Joe Biden, l'administration, Blinken, etc. ont fait un travail énorme pour essayer d'obtenir, pour arracher cet accord avec le Hamas et entre le Hamas et Israël. Oui, certes, ça fait 15 mois que l'offensive a commencé, 15 mois que cette guerre atroce ensanglante le Moyen-Orient, et les otages vont peut-être voir le jour, revenir, être libérés. Et ce qu'on peut reconnaître, et hier je participais à une émission sur CNews là-dessus, c'est que évidemment le rôle de Donald Trump a été fondamental. Il a été fondamental parce que il arrive, qu'il fait peur, que il a promis la paix et que il a menacé le Hamas de libérer les otages, et que sinon ce serait l'enfer. Alors on ne sait pas très bien sous quelle forme prendrait l'enfer, et si c'est pas l'enfer ne s'est pas déjà produit sur Gaza pendant ces fameux 15 mois, mais toujours est-il que ça a marché. Et je me suis fait cette réflexion de me dire que il y a 3 mois à peine, Liselotte, réalisez bien, se tenait un meeting au Madison Square Garden à New York, qui est une salle de spectacle assez connue, salle de boxe, etc. Mais certains journalistes, à l'époque, y compris des journalistes français, avaient analysé le fait que Trump fasse son show au cœur de New York par une supposée volonté chez lui d'imiter les nazis américains qui s'étaient réunis en 1932 en grande pompe dans cette même salle. Donc il y avait l'idée que, en fait, Trump, oui, il imitait les nazis parce qu'en fait c'était Hitler. Voilà. Et on a entendu à l'époque nombre de personnalités, y compris des hommes politiques, qui viennent d'ailleurs aujourd'hui pleurer parce que soi-disant Elon Musk s'immisce dans les affaires européennes, mais qui à l'époque n'avaient aucun état d'âme pour désigner Trump comme le diable, pour le montrer comme Hitler. Et là aujourd'hui, la plupart de ces gens-là s'interrogent et se disent « Ah, ça serait bien si je pouvais aller à son investiture, etc. » Donc cette volte-face, elle est absolument stupéfiante, et elle illustre à merveille ce que je raconte dans ce livre, ce que j'explore. C'est cette manière que, alors je vais dire l'Occident, mais c'est une notion assez vaste et qu'il faut préciser à chaque fois, mais si vous voulez, cette façon, cette arrogance absolument incroyable que nous avons, que nos élites politico-médiatiques, dont nos élites politico-médiatiques font preuve pour désigner quelqu'un, l'abattre,
Évidemment, dans ce livre, je vais plus loin, c'est-à-dire que je reviens sur d'autres épisodes de personnages peu fréquentables, mais qui ont servi l'Occident, et tout à coup, pour des raisons d'intérêt, parce que l'ère du temps en était là, des Saddam Hussein, des Kadhafi, des Assad, etc., sont passés de l'autre côté. Voilà. Et cette manière que nous avons de désigner le diable, et c'est le thème principal de mon livre, est-ce que finalement aujourd'hui, ce n'est pas ce qui, au regard des 2/3 de l'humanité, je parle des BRICS, du Sud global, etc., ce n'est pas ça finalement qui fait que nous avons perdu en puissance, que nous avons perdu en renommée, en image, et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays nous considèrent comme le diable. Alors justement, Régis, on va en revenir précisément à votre livre. Vous explorez différentes figures considérées comme le diable. Vous en avez cité certaines, Bachar el-Assad, on a Kadhafi, Ben Laden, Poutine même. Et vous vous intéressez quand même à des personnages qui sont, si ce n'est contemporains, au moins assez modernes. Est-ce que cette figure du diable, elle peut se vérifier même dans l'histoire ancienne? Est-ce que c'est quelque chose de moderne ou bien qui est finalement assez naturel dans la psychologie humaine? Non, je dirais que elle est pertinente aujourd'hui. Elle est plus, je dirais, intense dans son utilisation politico-médiatique, parce que il y a un appareil, parce qu'il y a le monde digital, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et que la rumeur, la traînée de poudre qui peut faire changer une opinion, en tout cas faire répandre une opinion, est beaucoup plus facile et avec une ampleur bien plus importante qu'autrefois. Maintenant, il existe dans l'histoire des figures diaboliques. D'ailleurs, je commence par Staline, qui a l'intérêt d'ailleurs d'avoir été désigné comme diable par le camp occidental, nous, l'Europe, presque le monde à une époque où il participe à l'avènement du parti bolchevique en Russie, de la révolution de 1917, des purges qui vont suivre, de toute l'installation de la dictature du prolétariat. Staline est au cœur de ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, pour combattre un autre diable, Hitler en l'occurrence, eh bien, on va accepter que Staline ne soit plus le diable, en tout cas pendant un certain temps. Ça va durer jusqu'en 45 globalement, et à partir de 45, il va redevenir le diable bolchevique avec le couteau entre les dents, les images d'Épinal, pour construire un monde, le monde de l'après-guerre, qui est intéressant du point de vue du manichéisme, puisque on va vivre, nous, et moi je le sais en particulier, puisque je viens d'une famille de militaires, ayant eu un père engagé justement dans la dissuasion, au moment de la guerre froide, au début des années 80, et bien de cette construction d'un modèle d'opposition totale, d'un modèle d'un pôle négatif qui a été cet Est. Pour moi, quand je grandissais, mes parents m'expliquaient, et tout l'écosystème auquel j'appartenais m'expliquait que le soviétisme n'avait pas le droit au bonheur, que c'était impossible, que c'était la terre de l'esclavage, que c'était, et par répercussion, ce qui était très confortable pour nous, nous étions les parangons de la liberté, nous étions les dépositaires de la libre pensée, du libéralisme, finalement, de toutes ces valeurs, alors que en face nous avions justement le contre-modèle. Et ça a été très confortable, et c'est là où ça va devenir pernicieux, parce que l'utilisation de la figure du diable, même si vous avez raison de rappeler qu'elle est ancienne, et qu'on a toujours cherché à démoniser son adversaire pour l'abattre, mais à partir de 1991, quand l'URSS chute, eh bien, on se retrouve privé d'un ennemi. D'ailleurs, je crois qu'il y a un dignitaire soviétique, je ne sais plus lequel, je me demande si c'est pas Mikhail Gorbatchev qui à l'époque avait dit on vous a fait le pire des cadeaux, c'est-à-dire on vous a privé de votre ennemi. Et en nous privant de notre ennemi, eh bien, on a commencé, nous, occidentaux, à la fois les politiques comme les élites intellectuelles, à s'imaginer qu'on allait régenter la planète au nom de l'idéologie sociale démocrate ou du libéralisme. Certains d'ailleurs, Francis Fukuyama par exemple, comme intellectuel américain, avait écrit un livre qui s'appelle La fin de l'histoire. Vous vous rendez compte quelle arrogance il faut avoir pour expliquer que le monde dans lequel on vit finalement c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire il n'y a plus besoin d'anticiper d'événements, etc. parce que notre modèle va triompher et il va se répandre sur la planète. Et d'ailleurs dans les termes qu'on utilisait même dans l'enseignement, ce qui était très intéressant, c'est par exemple on parlait de pays émergents ou de tiers-monde. Alors tiers-monde c'était le fond de la cuve, eux ils pouvaient servir de main d'œuvre éventuellement, mais les pays émergents dont le but était finalement de venir nous
ressembler en fait. Et aujourd'hui, le modèle est battu en brèche, et c'est ça qui m'a intéressé. En fait, si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai longtemps, en tant que reporter, couvert, par exemple, la présence militaire française en Afrique. J'ai fait beaucoup de reportages sur Barkhane, j'ai fait beaucoup avec diverses unités, la Légion étrangère, les forces spéciales, les commandos parachutistes, enfin bref, quasiment tous les ans, je partais 2-3 semaines en opération sur Barkhane. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir, je parle d'années qui remontent à il y a très peu de temps, 2020, la dernière fois que j'y étais, j'étais sans doute à l'été 2021, donc il y a même pas 3 ans, enfin 4 ans. Et en fait, ce qui m'a paru prodigieux, c'est la façon dont la France a été effacée en Afrique. Dont ce que j'avais vu sur le terrain, c'est-à-dire une sorte de permanence, l'opération Barkhane, on était à ces 7 ans, 8 ans de présence. Nous traquions les djihadistes, nous apportions le bien aussi pour les pays, nous essayions de les maintenir à flot, ces pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, au point qu'on s'était imaginé finalement que si on n'était pas là, ça serait la catastrophe. Alors après, on s'est fait remplacer par Wagner, on a accusé Wagner, on a dit oui, c'est les Russes, etc. En réalité, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a atteint au fil de ces opérations et au fil de cette présence française en Afrique un degré de détestation absolument sidérant. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est comment d'intentions, on va dire, bienveillantes, un peu comme les Américains en Irak aussi, on va apporter la liberté, la démocratie aux Irakiens. Vous savez, c'est ce monde obscur qui a besoin de lumière, qui a besoin de nos lumières. C'était quelque chose d'assez orgueilleux. Non, mais c'était comme ça, moi, les discussions que j'avais avec les GIs américains en Irak, j'ai passé beaucoup de temps aussi. Tout ça, c'est des expériences de terrain. Et les GIs me disaient I'm here to make a difference. Je suis là pour changer les choses. I'm here to give the gift of freedom. Le don de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, moi, avec ma suprême arrogance, je vais aller voir le chef d'une tribu sunnite ou chiite en Irak et je vais lui dire, voilà, moi je vais te donner le code de la liberté. Le code de la liberté, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle l'élection, etc. Et avec cette suprême arrogance, eh bien, peu à peu, ces pays-là ont fini par se dire, mais attendez, avant, ils pillaient nos richesses. Bon, soit. Avant, ils ils manipulaient nos gouvernants. Oui. Ils créaient des coups d'État en fonction de leurs intérêts. Oui. Maintenant, non seulement ils viennent toujours faire ça, mais en plus ils viennent nous expliquer leur idéologie. Alors celle-là, le freedom, la démocratie, etc. Très bien. Mais quand on a commencé à expliquer aux Africains qu'il fallait que l'homme et la femme n'étaient pas à l'horizon indépassable de l'humanité, que on pouvait transiter, que il fallait laisser les gens s'épanouir individuellement. Quand vous êtes avec un chef de tribu, l'épanouissement individuel, c'est quelque chose, c'est une aberration, c'est quelque chose qui est pas concevable. Et nous arrivons en nous expliquant qu'il faut faire une gay pride à Bagdad. C'est là où il y a le problème. Et le problème, en fait, est devenu de plus en plus pertinent. Pourquoi ? Parce que ces gens, en nous regardant, se sont dit, ce sont des gens qui s'attaquent à notre mode de vie. Ce n'est plus simplement nous exploiter, ce n'est plus simplement piller nos richesses comme ils faisaient avant, avec une attitude néocoloniale. C'est s'attaquer au mode de vie traditionnel que nous respectons et que nous voulons faire perdurer. Et ça, c'est valable pour le Moyen-Orient, c'est valable pour l'Est, pour la Russie évidemment, pour plein d'endroits. Et on s'est pas rendu compte finalement que notre modèle de société, alors aujourd'hui le wokisme avec l'arrivée de Trump a un sacré plomb dans l'aile, et puis avec les feux de forêt en Californie, on en a déjà parlé sur cette antenne, les aberrations des décisions prises au nom de ces idéologies ont montré qu'elles étaient finalement qu'il valait mieux s'en écarter, mais on a voulu imposer ce modèle à l'humanité, comme naturellement, comme on l'avait toujours fait. Et là, c'est là où je pense que se trouve la source de nos déboires, la source du recul de nos civilisations, et la source finalement d'un abandon de ce que l'Occident a porté avant, parce que qu'il fût dominant, qu'il ait
pour objectif à l'époque de l'Empire britannique, à l'époque des territoires d'outre-mer français où chaque puissance rivalisait avec l'autre, avec les Portugais, avec les Espagnols, dans le monde entier pour essayer de se partager le monde. Nous avions un projet pour le monde, nous avions une vision pour le monde qui n'était pas forcément en respect des traditions et des cultures locales, mais en tout cas, il y avait une intention. Là, aujourd'hui, c'est pas le don de la liberté dont on leur fait, c'est le don de notre dégénérescence. Ouais. J'ai des mots assez durs, mais c'est vraiment ça. Et ça, je l'ai vécu auprès de ces gens, je les ai questionnés et j'ai compris le glissement. Et c'est là où je parle de la figure du diable en disant, oui, nous avons désigné Kadhafi comme un diable, oui, nous avons désigné Assad comme un diable, oui, nous avons désigné Saddam Hussein comme un diable. Nous sommes intervenus chez lui parce qu'il fallait intervenir, le droit d'ingérence, etc. Nous avons détruit ces pays qui ont toujours du mal à s'en remettre. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est de se poser, c'est de se dire, est-ce que finalement, pour ça et pour d'autres raisons, nous ne sommes pas devenus le diable aux yeux du monde ? Oui, alors justement, on essaie souvent de nous expliquer que le diable sera défini en fonction d'une certaine morale. C'est celui qui fait souffrir les gens, c'est celui qui va affamer des peuples, ou bien c'est celui qui va choisir de fermer ses frontières. Est-ce qu'en réalité, derrière cette morale affichée, ce qui dicte vraiment le choix du diable, c'est pas des intérêts beaucoup plus bas ? Ah mais c'est sûr, il y a la vitrine, on va dire idéologique, et puis derrière, oui, il y a des intérêts. Mais je crois que même, en fait, oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'il y a véritablement une idéologie qui aujourd'hui s'imagine que nous sommes le bien. Je vous donne un exemple. J'ai évoqué Elon Musk tout à l'heure. Il faut se rendre compte, là aussi, c'est un vrai choc quand on y réfléchit. Quand Pavel Durov, fondateur de Telegram, je crois que c'est en 2003 ou 2004, a été expulsé par Poutine de Russie, a choisi de partir tout en maintenant son réseau Telegram en Russie, parce qu'il ne voulait pas donner les codes à Poutine, les codes d'accès à Telegram. Quand le réseau X, à peu près au même moment, a été banni de Russie, moi je fais des reportages parfois dans le Donbass et sur des zones russes, je n'ai pas accès ni à Telegram, enfin j'ai accès à Telegram, oui, mais je n'ai pas accès à X. Le réseau est banni. À l'époque, nos grands dirigeants, Nathalie Loiseau en tête, protestaient contre ces interdictions synonymes de dictature, etc. Aujourd'hui, on propose ni plus ni moins que de supprimer le réseau X, 300 millions d'utilisateurs chez nous, en Europe, au nom de la liberté. Mais je crois qu'il y a à la fois une suprême arrogance et une énorme naïveté d'imaginer que c'est la vérité. C'est-à-dire, en fait, avant, supprimer le réseau X en Russie, c'était la dictature, mais le supprimer chez nous aujourd'hui, c'est la liberté. Ça veut dire qu'on s'oppose aux idées néfastes de Donald Trump, pilotées par son homme lige Elon Musk, et on a l'impression, et je pense que ces gens-là, cette petite classe qui s'accroche à son pouvoir, eh bien, est persuadée que elle est, son action est pertinente et se fait pour le bien de l'humanité. Donc je pense qu'il y a effectivement, vous avez raison, des intérêts aussi cachés, mais il y a surtout aussi cette croyance, cette sacro-sainte croyance que on s'attaque au mal en faisant ça, que regardez les citations l'interview de Mathieu Pigasse dans le journal Libération, où il explique qu'il va mettre ses médias au service de la lutte contre la droite radicale. Passage, on peut se demander où est le journalisme là-dedans. Enfin, ouais. Est-ce que la finalité de la charte de Munich, c'est de mettre toute son énergie pour lutter contre une idéologie, quelle qu'elle soit? Ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie question de définition. Mais voilà, c'est assez clair. C'est on oriente parce que il y a un combat et on se met en ordre de bataille pour ce combat. Alors, en même temps qu'on définit cette figure du diable, il est tentant aussi de définir dans le même temps la
figure de la victime. On a souvent une victime sacrée. Alors longtemps, justement, ça a été plutôt Israël, les Juifs. Aujourd'hui, on le voit que, par exemple, il suffit d'un conflit pour que le ton change et que de victime, on passe à diable. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou ne jouit pas spécialement de bonne presse, en tout cas dans une grosse partie des politiciens, auprès d'une grande partie des politiciens européens. Comment est-ce qu'il y a quand même un dénominateur commun lorsque justement on a ce changement de victime à diable? Non, je crois que c'est extrêmement fonction des événements. En effet, la question de Gaza, et j'ai un chapitre consacré à Gaza, mais en fait que j'ai consacré à Yahya Sinwar, en fait le concepteur du 7 octobre. Et évidemment, je reviens sur Netanyahou et je reviens sur la bataille qui a eu lieu sur le terrain, la bataille à Gaza, l'écrasement de Gaza, les pogroms du 7 octobre d'abord, et ensuite je reviens sur la bataille médiatique. Qui est énorme. Et qui a été énorme, et qui a évidemment laissé des traces, et qui fait qu'aujourd'hui, avec ce cessez-le-feu, personne n'est tellement sûr qu'Israël a vraiment gagné cette bataille, d'autant que une partie des terroristes qui vont être relâchés sont des gens qui ont énormément de sang sur leurs mains. Il y en a 1300 qui vont être relâchés en échange de 33 otages apparemment. Donc quand on regarde sur le papier, est-ce que c'est une victoire? Pas sûr. Quand on connaît aussi le poids finalement l'impact qu'a eu cette opération à Gaza, je cite Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui disait hier que selon lui et selon donc le renseignement américain, le Hamas a déjà reconstitué le nombre de combattants perdus pendant cette guerre. C'est-à-dire qu'il a suffisamment d'impact aujourd'hui, d'influence, et avec les 1300 militants de divers groupes emprisonnés en Israël qui vont être libérés, le Hamas, on le voit mal disparaître de la vie politique pour être remplacé par une formation plus modérée qui permettrait l'accession à un État palestinien. Donc les choses ne sont absolument pas résolues. Mais pour ce qui est de Netanyahou, en effet, on est vraiment dans un basculement, et vous avez raison d'évoquer cette question. Mais si je puis revenir sur la question de Gaza, parce qu'elle est quand même fondamentale. J'ai parmi mes amis des Russes, des Ukrainiens. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert et qui aime bien beaucoup laisser traîner mon oreille pour comprendre un petit peu ce qui agite les gens. Les Russes et les Ukrainiens s'étripent à coups de centaines de milliers de morts depuis 3 ans. Il y a une véritable gouffre qui s'est créé entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose d'abominable. C'est un conflit immense. Mais je dirais, hier par exemple, les Russes et les Ukrainiens se sont échangés une trentaine de prisonniers chacun. Les prisonniers russes, il y en avait 30, et les Ukrainiens, il y en avait 30. Je crois que c'est à peu près le chiffre. Vous avez vu d'abord le décalage, par exemple, en 33 otages, 1300 Palestiniens, militants palestiniens libérés des geôles israéliennes. Donc le ratio est pas du tout le même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, entre Russes et Ukrainiens, il y a quand même la conscience qu'on appartient au même monde. Vous voyez, on peut discuter avec des gens qui soutiennent l'Ukraine, avec des gens qui soutiennent la Russie, sans être classé nécessairement parce qu'on dit quelque chose ou parce qu'on a une analyse particulière du conflit dans un camp ou dans l'autre. Avec Gaza et avec Israël, c'est pas possible. Moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations, et c'est ça qui est incroyable avec ce conflit, où je suis avec un chauffeur Uber, par exemple, et je discute de Gaza. La personne est persuadée que je pense comme lui. Puis je vais me retrouver avec une personne, un Israélien ou un Juif, à discuter du même conflit. La personne va être persuadée que je pense exactement comme lui. Et il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, en fait, si vous dites « Ah oui, mais attention, attention, tu t'es quand même pas du côté du Hamas. » Ben voilà. Et c'est inimaginable. Autant avec les Ukrainiens, avec les Russes, peut y avoir des points de convergence ou des points d'entente, ou tout simplement de sociabilité. Autant là-dessus, il y a une absence de dialogue totale. Et c'est assez effrayant de voir à quel point cette vieille cause palestinienne, qui est en fait la grande ligne de fracture du monde arabe, parce que ça revient en permanence. Vous savez, ça avait
un peu disparu. Avant le 7 octobre, on parlait plus des Palestiniens. Ouais. Et puis tout à coup, paf, on a commencé à se dire, mais attendez, peut-être faire un État palestinien depuis le temps qu'on en parle, etc. Quand je dis il faut peut-être faire, il faut faire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Blinken, c'est le secrétaire d'État américain, c'est Joe Biden qui dit il faut faire un État palestinien. Donc voilà, on vit quand même une époque du point de vue de l'entendement, du point de vue des relations entre les hommes, qui est quand même assez effrayante. Et oui, il y a des diables. Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Antonio Gramsci, sociologue communiste italien, qui disait le vieux monde se meurt. Le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. La vraie question que je me pose aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si Donald Trump est une part du nouveau monde ou si c'est un monstre. Parce que je pense que vraiment on est dans ce clair-obscur. On est vraiment dans ce clair-obscur où il y a une redéfinition de l'humanité. Aujourd'hui, on va repartir, je pense, vers une forme de nouvelle guerre froide avec Chine et Russie d'un côté qui vont jouer des partitions parfois communes, parfois divergentes, et puis États-Unis États-Unis de l'autre côté. Chez Omerta, on avait trouvé un titre il y a quelque temps, quand en septembre dernier, on avait fait notre couverture avec Donald Trump, on avait mis l'Empire contre-attaque. Mais je pense que vraiment on avait trouvé le bon titre, parce que c'est ça ce que dénote l'arrivée de Trump, les tentations d'annexer le Canada, le Groenland, le canal de Panama, tout ça, ça montre quoi? Ça montre que la sphère d'influence américaine est en train de se renforcer dans le but d'affronter, je pense économiquement, parce que Trump est un homme de deal. Je pense pas qu'il y aura un affrontement militaire avec la Chine. En tout cas, je le souhaite pas. Mais en tout cas, c'est clair que l'administration Trump, son objectif, c'est la Chine, c'est l'Extrême-Orient, c'est pas le Moyen-Orient, c'est pas la guerre en Ukraine. Et tout ça, finalement, va se résoudre. Et peut-être que Trump sera vraiment un homme de paix. Il l'a démontré déjà pendant son premier mandat, puisqu'il n'a déclenché aucune guerre, ce qui est rare pour un président américain. On espère qu'il va continuer et qu'il va être le faiseur de paix. En tout cas, c'est bien parti, puisque le jour de son inauguration, mardi, auront été libérés les premiers otages israéliens avec une négociation, un cessez-le-feu. C'était le conflit le plus compliqué pour lui peut-être à gérer. Si il fait une entrée en matière dans son mandat avec cette ce premier fait, cette première victoire, on va dire, eh bien ensuite il va y avoir l'Ukraine, mais on sait que avec Poutine, ils ont prévu de se rencontrer. Il y a encore des incertitudes. Tout va pas se faire en 24 heures, contrairement à ce que dit Trump. Mais en tout cas, on prend une bonne direction pour le monde, dans un monde multipolaire, nouveau, dans lequel nous, Français, Européens, eh bien, il va falloir, malgré les grincheux qui regardent passer le train, il va falloir qu'on embarque un peu dans le train et peut-être que Trump va nous forcer à prendre nous-mêmes notre destin et à arrêter de compter sur les Américains ou arrêter de compter sur une hypothétique conscience occidentale pour nous sauver. On va être obligé vraiment de nous regarder en face et de nous demander où est notre pertinence dans l'histoire. Oui. Est-ce que, vous, avec ce livre, j'en reviens à ce que vous avez écrit, c'est une expérience de terrain que vous proposez aussi à vos lecteurs de découvrir. Oui. Il y a beaucoup de personnages que vous avez rencontrés, Bachar el-Assad par exemple, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Quand on lit votre livre, ça va nous paraître limpide, mais ensuite, nous, en tant que simples Français qui n'avons pas cette chance, ou en tout cas ce courage d'aller sur le terrain, comment fait-on pour savoir comment désigner finalement le bon diable? Est-ce que la solution, ce serait pas de s'abstenir finalement, de tenter de définir le diable? Non, je pense que le prisme manichéen pour expliquer les relations internationales, c'est désastreux. C'est simplificateur à l'extrême. Effectivement, ça peut permettre de comprendre, mais en réalité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des intérêts. C'est De Gaulle qui disait « Une nation n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts ». Et je pense qu'il faut en revenir à ça. On a eu le tort, moi je mets comme date de l'intrusion véritable de la morale en politique internationale avec l'époque Laurent Fabius et la Syrie. Quand on en est à dire à propos de Bachar el-Assad, qui est un homme couvert de sang, on le sait, etc., dictateur arabe, comme beaucoup d'autres avant, il ne mérite pas d'être né
Il ne mérite pas d'être né. Vous pouvez pas être ministre des Affaires étrangères et dire un truc pareil. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans une vision, une classification entre bien et mal absolu, et vous ne régentez aucun problème international si vous avez cette idée-là, parce que tous les pays ont on va dire leur petit, leur mauvaise conscience et leur petite magouille. Prenez Israël, qui est très proche de l'Azerbaïdjan, par exemple. On sait ce que l'Azerbaïdjan ambitionne pour l'Arménie. Alors, est-ce qu'on va dire Israël est condamnable parce qu'il soutient l'Azerbaïdjan ? Non, il soutient l'Azerbaïdjan parce qu'il y a l'Iran à côté. La Turquie aussi joue un rôle complètement double, avec son appartenance à l'OTAN d'un côté et puis son affrontement avec la Grèce. Ensuite, ses liens quand même assez nébuleux pendant longtemps avec les fondamentalistes islamiques, avec les frères musulmans, le Qatar aussi. Le Qatar, c'est absolument incroyable. Regardez, c'est un pays, c'est le pays du en même temps. C'est-à-dire, à la fois, il soutient des mouvements islamistes, à la différence des Émirats d'ailleurs, qui les chassent. Il soutient les frères musulmans et l'action néfaste des frères musulmans un peu partout dans le monde, financièrement. Et puis d'un autre côté, c'est la courroie de transmission vers le Hamas. C'est là où les négociations se sont faites, où des gens comme William Burns, patron de la CIA, David Barnea, patron du Mossad, Anthony Blinken et tous les diplomates ont été à Doha avec Khaled Meshal du Hamas, Issam Maël quand il était en vie, pour négocier justement et obtenir in fine ce cessez-le-feu et cette libération d'otages. Donc en fait, voilà, le Qatar est à la fois dans le monde de nos adversaires, mais là il sert nos intérêts aussi, enfin il sert les intérêts d'Israël, puisqu'il permet cette libération d'otages, il permet d'obtenir un accord et de peut-être mettre un terme à la guerre. Donc vous voyez, l'ambiguïté elle existe en permanence et rien ne sert d'essayer d'expliquer qu'un tel est méchant et l'autre est super gentil. En revanche, et c'est là où je voudrais conclure, c'est que médiatiquement il y a énormément de travail à faire. C'est-à-dire que nous journalistes, il faut qu'on arrête de succomber, et je vous donne cet exemple parce que quand j'étais à Paris Match au moment du début du déclenchement de la guerre en Ukraine, de la guerre en Irak, 2003. J'étais à Paris Match, j'étais jeune reporter. J'étais absolument sidéré. J'écoutais le discours de Villepin, je voyais le combat que menait Jacques Chirac pour empêcher cette guerre en Irak. J'étais absolument sidéré parce que la plupart, quasiment tous, mes rédacteurs en chef, mes directeurs de Paris Match et d'autres titres étaient pour l'intervention américaine. Ils étaient pour l'intervention américaine. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce que c'est voilà. Mais non, mais ils étaient pour. Pourquoi ? Parce que la narration, et c'est là où je voudrais vraiment en venir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, Irak, Syrie, Ukraine, il y a une narration qui est imposée. Ça va durer plusieurs mois, et pendant ces plusieurs mois, vous ne pouvez rien dire en dehors de ce qui est imposé. C'est-à-dire que si vous êtes journaliste, vous commencez à dire, mais attendez, la guerre, elle a pas commencé. Poutine a attaqué en 2022, mais les accords de Minsk, ils n'ont pas été appliqués. Oui, mais 2014. Dans le Donbass, ils se sont révoltés. Non, vous êtes pro-Poutine, vous êtes diabolisé. C'est ça le truc. Et c'est à nous, journalistes, parce qu'on a besoin de notre expertise dans ces moments-là, de tenir la dragée haute aux politiques, leur dire, attendez, non, votre narration, on va pas on va pas y croire, et on va faire notre travail, et c'est les faits qui sont importants. Vous savez, cette notion de narration, Hillary Clinton elle-même a dit, il faut s'écarter des faits, il faut imposer une narration. Et c'est ce qu'ils essayent à chaque fois de faire, et c'est à nous, journalistes, de travailler pour aller contre ça. Voilà. On a aussi entendu cette semaine qu'il y avait de fausses opinions. Voilà. C'était la ministre du numérique qui nous a avoué ça. C'est pas mal. Régis on attend la définition. Voilà. Merci de votre travail donc de journaliste qui tente de rétablir cette vérité. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages, La vérité du terrain. Oui. Vous avez écrit aussi Jusqu'au dernier Ukrainien et donc désormais Qui est le diable, l'autre ou l'Occident. Merci beaucoup pour cet ouvrage qui est à retrouver, donc chers auditeurs, dès aujourd'hui dans les meilleures librairies de France. Et on peut le commander sur Amazon, évidemment. Voilà. Merci Régis et à très bientôt. Merci beaucoup.